pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons voir justement les enjeux de la création de produits plus durables. Nous allons voir qu'est-ce que l'ingénierie système et comment ça peut aider justement à la création de produits plus durables, et notamment l'approche MBSE pour Model Based System Engineering. Atim vous présentera un exemple concret et nous finirons par la vision et la stratégie d'Assosystème dans le domaine du MBSE et les solutions proposées à ce sujet. Donc les challenges, tout d'abord, les enjeux concernant la création de produits plus durables sont nombreux. On l'a vu depuis ce matin, on réfléchit beaucoup à comment concevoir des produits qui vont moins consommer, comment optimiser l'efficacité énergétique de produits dans leur usage au quotidien. On a vu aussi comment, sur la phase de conception, essayer de réduire le nombre de prototypes et de tests réels pour limiter l'impact sur cette phase de conception. Mais finalement, il n'y a pas que l'usage, il n'y a pas que la conception. On a vu aussi, on va se poser la question, quel va être l'impact environnemental d'un certain procédé de fabrication. Et au final, quand on va avoir deux alternatives de conception, avec l'une qui a l'air plus éco-friendly que l'autre, au final, quelle va être celle, sur tout son cycle de vie, qui aura le meilleur impact, est-ce que celle qui a l'air le plus éco-friendly, laquelle sera vraiment éco-friendly par rapport à l'analyse globale du cycle de vie? Aujourd'hui, c'est le débat autour du véhicule électrique qui illustre le plus cela, puisque le véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique dans son usage au quotidien aura bien moins d'impact, mais si on prend en compte sa conception, les batteries, la réutilisation des batteries, voire même l'origine de l'électricité utilisée pour le faire fonctionner, ça pondère finalement l'impact global. Donc c'est toute la difficulté pour les industriels et vraiment l'enjeu majeur pour eux, pour une stratégie de développement durable, c'est-à-dire que dans toutes les industries, il va être nécessaire de réduire l'empreinte environnementale de leurs produits sur l'ensemble du cycle de vie. Donc développer des produits sustainable va impliquer d'avoir vraiment une connaissance approfondie de l'ensemble du cycle de vie du produit, vraiment de la récupération des matériaux et de composants qui vont être utilisés jusqu'à la fin de vie du produit, en passant par les différentes phases de son utilisation, de sa fabrication, mais également, on l'a vu tout à l'heure côté simulation, au niveau du packaging, du transport, qui bien sûr peut avoir un impact. Et cette analyse de cycle de vie va prendre en compte non seulement les différentes phases de vie d'un produit, mais aussi tout un ensemble de domaines qui vont impacter ces phases. Domaine technologique, bien sûr, on l'a vu, mais politique, économique, légal, social. Donc, c'est vraiment une approche globale qui étudie un produit par rapport à tous ces domaines dans son écosystème, ce qui en fait fondamentalement une problématique systémique. Alors, quoi de mieux que l'approche système, l'ingénierie des systèmes, pour appréhender ce type de problématique? Et justement, le développement durable fait partie intégrante, fait partie de la feuille de route de la vision 2035 de l'INCOSE, donc l'INCOSE International Council of System Engineering, qui est la fédération internationale autour de l'ingénierie système. Et cette feuille de route, elle s'illustre à travers des objectifs qu'on a déjà vus un peu depuis ce matin, mais également des tendances en termes d'entreprise, de technologie, d'industrie et de besoins d'utilisateurs finaux. Alors vous me direz, qu'est-ce que l'ingénierie système? Alors si on prend la définition bête et méchante de l'INCOSE, justement, l'ingénierie système, c'est une approche interdisciplinaire qui traduit la capacité de réaliser des produits, des systèmes réussis. Bon, avec ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Une image, ça aide mieux. L'ingénierie système vise à assurer que les pièces fonctionnent simultanément pour atteindre l'objectif du tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'ingénierie système, c'est surtout une façon de penser globale. Et justement, on revient un peu par rapport à l'analyse de cycle de vie, cette approche un peu globale, pour vraiment appréhender un produit, un système dans son contexte, identifier les cas d'usage, identifier les acteurs qui vont interagir justement avec notre système et identifier les besoins par rapport aux missions et aux services attendus par rapport à ce produit. Alors cela ne se fait pas d'un coup, ça se fait étape par étape.
avec méthode. Donc un exemple de méthode pour cela, cette approche un peu pyramidale, où on va finalement partir de l'analyse de notre système par rapport à sa vue opérationnelle, définir ses missions, le pourquoi de notre produit, quels sont les services qu'il doit fournir par rapport à l'environnement, quelles sont les missions et les services attendus. Et une fois qu'on a défini ça, on va aller dans la vision fonctionnelle, le quoi, qu'est-ce qu'il va devoir fournir en termes de fonctions notamment pour pouvoir répondre aux missions et aux services attendus. Et enfin, descendre d'un niveau sur le comment, la vision organique de quoi il va être constitué pour pouvoir justement porter les fonctions qui répondront aux missions attendues. Et c'est là, je dirais, qu'on voit justement l'intérêt de cette approche système par rapport à une démarche, à une stratégie de développement durable, car pour intégrer justement une stratégie de développement durable, ça va nécessiter finalement des analyses opérationnelles et organiques spécifiques. Une analyse opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va finalement étudier les différentes phases de cycle de vie du produit vis-à-vis du développement durable pour minimiser sur chacune de ces phases l'empreinte environnementale de ces phases de vie. Et sur l'analyse organique, l'idée, ça va être finalement de faire attention sur les composants, les organes, aux matériaux, aux éléments qui vont être utilisés, qui pourraient avoir un impact environnemental dessus. Alors, cette approche ingénierie système, elle n'est pas si nouvelle, elle est utilisée déjà dans différentes industries depuis quelques temps, notamment dans l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale, qui ont été assez précurseurs là-dessus. Et une bonne façon d'illustrer cela, c'est le traditionnel cycle en V, qui reprend justement pour développer souvent des systèmes assez complexes. Cette approche, on va partir des besoins, les besoins des différentes parties prenantes, externes, le client, mais ça peut être aussi des parties prenantes internes. À partir de ça, on va définir un référentiel d'exigences de notre système qui vont nous permettre de définir l'architecture. Vous vous souvenez un peu les fonctions, avant d'aller vers justement une conception détaillée, les organes, puis l'implémentation, avant de remonter étape par étape. On va tester unitairement que tout marche, puis on va intégrer ça et valider le fonctionnement de l'ensemble. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, dans cette approche, traditionnellement, cette approche est très basée sur la spécification d'exigences. C'est-à-dire que tout au long de ce cycle en V, on va écrire, à travers notamment des documents, de nombreux documents qui sont utilisés à toutes ces étapes, on va écrire des exigences qui spécifient le comportement attendu. Et sur des projets, des systèmes complexes, aujourd'hui, on se retrouve déjà avec des milliers, voire des dizaines de milliers et plus encore d'exigences définies tout au long de ce cycle de développement. Et si on fait le rapprochement avec tout à l'heure ce qu'on a dit, la stratégie de développement durable, qui nécessite finalement une analyse opérationnelle, organique, spécifique, ces analyses vont nous faire définir de nouvelles exigences spécifiques au développement durable qui vont venir intégrer notre référentiel d'exigences déjà existant. Donc, ce qui va finalement augmenter encore la complexité à gérer, puisqu'on augmente le nombre de documents à gérer ou des documents encore plus volumineux. Et aujourd'hui, je dirais c'est un peu la limite justement de l'approche, parce qu'on est sur une approche très basée documents. Et que disent un peu les ingénieurs autour de ça? C'est qu'avec les documents, on ne peut pas avoir justement cette vision globale. C'est difficile de trouver l'information dedans. Ça prend du temps à les réécrire. C'est dur de les garder à jour. Donc, il y a de réelles difficultés à naviguer dedans, les réutiliser. C'est statique, un document, c'est pas dynamique, on ne va pas pouvoir le simuler. Et puis, l'information se décline, comment voir l'impact, la tracer. Alors, il existe des très bons outils pour ça, pour les documents. Chez Dassault Systèmes, notamment, il y a Rectify, mais on va être quand même un peu limité. Donc, on va avoir finalement des ingénieurs qui vont être très concentrés sur la gestion de documentaire, qui vont être des bêtes d'Excel, mais qui ne vont pas forcément se concentrer sur leur métier d'origine. Enfin, autre chose, qu'on fasse une démarche système ou pas, je dirais, dans le processus de conception, il y a toujours une phase un peu de spécification en amont, de conception, de test et de maintenance. Et ce qu'on a vu, c'est que la grosse majorité de l'impact environnemental d'un produit se situe au niveau de sa conception. Et notamment parce que la plupart des défauts, des études ont montré, sont insérés sur la phase de spécification, justement. Et non seulement ils sont majoritairement insérés sur cette partie, mais en plus ils sont détectés beaucoup plus tard. Ce qui va générer finalement de développer de nouveaux prototypes,
de faire de nouveaux tests et bien sûr des coûts de maintenance derrière qui vont augmenter et donc finalement augmenter l'impact environnemental de notre produit. Donc là, justement, c'est l'intérêt de l'approche MBSE. Donc le MBSE pour Model Based System Engineering, c'est-à-dire l'ingénierie système basée sur les modèles. L'idée, c'est justement d'utiliser les modèles à la place des spécifications textuelles et ainsi utiliser différentes vues pour voir, comprendre nos systèmes. Donc si on reprend un peu justement l'approche dont je parlais précédemment, on va utiliser différents niveaux de modèles, différentes visions pour comprendre notre système. Des modèles au niveau opérationnel pour justement, quand on appréhende de l'extérieur, un peu de manière black box, notre système, quels sont les besoins et les exigences qui vont être définies autour de notre système. Et puis après, on va utiliser différentes vues, d'autres niveaux de modélisation, au niveau fonctionnel, pour définir l'architecture fonctionnelle qui constituera notre système, la vue composants organiques, les composants qui vont porter les fonctions, jusqu'à finalement la vue physique, la modélisation concrète de notre système. Mais là, on sort un peu du MBSE, Model Based System Engineering, pour aller vers du MBD et le Model Based Design. Donc vous aurez compris finalement l'intérêt, la valeur de cette approche, c'est déjà que c'est beaucoup plus compréhensible, c'est beaucoup plus fonctionnel. Donc finalement, on va améliorer déjà la communication entre les différentes parties prenantes d'un projet. Autour d'un modèle, on va mieux se comprendre entre son client et son fournisseur, mais on va aussi améliorer les interactions entre les différentes équipes multidisciplinaires au sein d'une société. On va également améliorer la productivité, puisque généralement, quand on fait aussi un peu de l'architecture, les gens en font, mais ils en font comment? Ils font des PowerPoint ou du Visio, c'est très statique, et on aura du mal à analyser l'impact. Là, avec des modèles, ce sera beaucoup plus évident, on va améliorer l'analyse d'impact, et surtout des modèles vont être plus fonctionnels, ça sera beaucoup plus facile de capitaliser dessus et de les réutiliser de projet à projet. On va améliorer la qualité parce qu'on va identifier des problèmes plus tôt. Vous vous souvenez, les problèmes, les erreurs insérées sur la phase de spécification. Mais surtout, finalement, le gain majeur, ça va être une meilleure maîtrise et réduction des risques liés avec les projets. Puisqu'avec cette approche, qui est finalement une réelle transformation, parce qu'on passe d'une approche basée sur des spécifications écrites, textuelles, à une approche basée sur des modèles, donc qui va générer finalement quand même un peu plus d'efforts en amont, mais va nous permettre de concevoir aussi plus juste du premier coup, avoir des tests moindres parce qu'il y a moins d'erreurs, mais surtout s'il y a moins d'erreurs détectées, puisque les erreurs, une fois qu'on les a détectées, généralement, on a déjà développé, on a déjà codé, on a déjà intégré des choses, il faut redévelopper. Donc on va réduire la phase finalement de développement et d'intégration, et qui est la phase où il y a si on doit refaire des choses, où il y a le plus de risques de dépassement de délais, de coûts sur les projets. Donc, grâce à cette approche, on va avoir des ingénieurs qui vont vraiment se concentrer sur leur métier et comprendre les produits et se concentrer sur l'architecture. Et grâce à cette approche aussi, on va finalement mieux gérer la complexité, puisque grâce aux différentes vues, aux différentes approches, on va ainsi avoir différents niveaux d'abstraction qui vont permettre, par rapport à une problématique donnée, de se concentrer à sa résolution dans le contexte nécessaire, sans perdre finalement de vue le besoin final. Et enfin, comme je le disais, des modèles, c'est quand même beaucoup moins statique que des documents. On va pouvoir les rendre dynamiques et on va pouvoir intégrer de la simulation, comme on l'a vu précédemment, pour représenter le comportement et ainsi aller vers du virtual prototyping, faire de l'analyse d'écart entre différentes alternatives et vérifier que tout fonctionne bien. Comment ça se met en œuvre ? Une démarche MBSE. Alors, une démarche MBSE est constituée, on va dire, de 3 piliers pour pouvoir faire des modèles de notre système. Un langage, tout d'abord, pour pouvoir représenter les modèles. Une méthode, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de la pyramide, étape par étape. Et bien sûr, un outil pour pouvoir porter cela. Et justement, je vais laisser la main à Hatim qui va vous montrer un exemple un peu plus concret, qui se base justement sur un outil qui est la solution Katia Magic, qui vient d'intégrer le portfolio de ce système récemment et qui est un outil vraiment aujourd'hui référent dans le monde du Model Based System Engineering. Cet outil utilise notamment un langage qui s'appelle le SysML, un langage de modélisation graphique dédié à l'architecture des systèmes, qui est non seulement un langage, mais qui commence aujourd'hui à s'imposer comme un standard dans le monde industriel.
Et enfin, une méthode, on ne va pas forcément l'aborder aujourd'hui, mais faire des modèles, ce n'est pas forcément évident. Dassault Systèmes, avec son outil, met à disposition un cadre, une grille, un template qui va permettre, étape par étape, un peu comme on l'a vu précédemment, de créer nos modèles en fonction de la vision, du problème, de la solution, de l'implémentation que l'on veut faire. Donc méthode que l'on appelle la Magic Grid. Je te laisse la main à Tim, justement pour illustrer un peu plus concrètement la démarche MBSE. Merci Pierre, bonjour à tous. Donc pour illustrer un petit peu tout ce qu'on a vu, je vais vous demander de prendre avec moi un peu de hauteur parce qu'on va essayer de voir toute la partie amont. On a vu avec les collègues la partie qui concernait les produits. Maintenant, il y a toute une partie qui se passe avant, qui est la définition de ce qu'on va concevoir après. Et c'est là où on va voir ensemble l'intérêt d'avoir de l'ingénierie système et du Model-Based System Engineering. Et donc pour cela, mesdames et messieurs, imaginez avec moi un monde où quand vous prenez un taxi, un Uber ou même votre voiture personnelle, vous roulez sur le périph', vous ouvrez la fenêtre et l'air que vous respirez, c'est un air propre, c'est un air pur. Il n'y a pas de rejet de CO2, il n'y a pas de gaz à effet de serre. Donc je pense qu'on est tous d'accord, c'est un rêve, mais c'est un rêve qui peut se réaliser. Okay, peut-être dans un moyen terme, peut-être dans un long terme, mais il faut qu'on se mette tous la main dans la main pour y arriver. On a des solutions, des outils pour y arriver, et c'est ce qu'on va illustrer aujourd'hui. Pour arriver à ce rêve-là, il nous faut des solutions de mobilité écologique du bout en bout. Ça veut dire de la chaîne de production à l'exploitation et jusqu'en recyclage. Toute cette chaîne-là, elle doit être écologique du début vers la fin. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que l'ingénierie système, le MBSE avec l'outil CATIA Magic, ils peuvent nous aider à concevoir de telles solutions avec une approche bien structurée et en répondant à 3 défis majeurs. Donc le premier défi, c'est qu'une telle solution, ça commence niveau stratégique. Ça veut dire stratégie de l'entreprise. On définit une vision claire dès le début vers où on veut aller. Le deuxième défi, c'est la gestion de complexité. Parce que le sujet, il n'est pas simple, c'est un sujet bien complexe et il faut bien gérer cette complexité. Et le troisième défi, c'est comment s'assurer que les solutions techniques que l'on va concevoir ou apporter, comme ce qu'on a vu avant avec les produits eux-mêmes, répondent à cette vision stratégique qui est définie un peu plus haut, niveau stratégique. Donc, sur cette vue-là, on peut imaginer que les 3 défis, c'est nos 3 niveaux. Donc, on a un niveau stratégique et un niveau opérationnel, là où on va gérer un petit peu la complexité, et on a un niveau de ressources, et c'est là où on va faire le switch du niveau stratégique vers le niveau solution elle-même. Donc, pour commencer, il faut tout d'abord qu'on définisse la stratégie de l'entreprise, vers où l'on va y aller. C'est ce qu'on appelle les Enterprise Goals. Donc ça, c'est dans l'outil CATIA Magic. On peut utiliser du SysML ou bien de l'UAF pour faire ce genre de modélisation. Et on peut déjà commencer niveau décisionnel. Ça veut dire qu'on va définir des goals vers où on veut y aller. Et on va définir déjà des KPI dès le début. On va définir les phases. On voit par exemple ici que niveau phase 1, on va commencer avec un véhicule de mobilité écologique. Et on commence à prévoir déjà à l'avance la phase 2, où on va potentiellement, dans 10 ans, avoir des drones taxis, par exemple, qu'on va inclure dans notre solution. Donc, on sait qu'il y a certains constructeurs qui y travaillent. Et on prévoit l'intégration de cette solution dès maintenant. Et là, on voit aussi des exigences qui vont suivre tout le cycle de vie de notre modélisation, ça veut dire jusqu'à la solution, qui est par exemple la 60% de réduction d'empreinte carbone, et sur la phase 2, 80% de réduction d'empreinte carbone. Et tout ce que l'on va définir par la suite, il doit répondre à ces buts-là. Et l'intérêt d'avoir une modélisation comme ça, même niveau entreprise, avant de descendre niveau ingénierie, c'est que, hormis le fait d'avoir une vision claire, c'est que ça permet d'avoir une traçabilité. Ça veut dire qu'on peut dire que ce que l'on a défini, ça répond à cette exigence-là et assurer une traçabilité pour voir si on a quand même répondu et arrivé à nos besoins.
Dans la deuxième phase, donc, on commence petit à petit. Ce que l'on définit ici, c'est les capacités de notre système. On va appeler ça un système. Ces capacités, ça veut dire qu'il doit être capable de produire de l'énergie qui est une énergie verte. Ça veut dire dès maintenant, on commence à prévoir, ok, donc pour avoir un système de mobilité comme ça, la première des choses, c'est avoir de l'énergie verte. Donc on le met dans notre modèle. L'énergie verte, c'est quoi? C'est de l'énergie nucléaire, l'énergie renouvelable. On prévoit de faire un peu d'innovation pour avoir de l'hydrogène. Et ce que l'on voit ici, on prévoit d'utiliser des véhicules qui sont éco-responsables. Et on prévoit dès maintenant aussi de donner une seconde vie à la batterie, parce qu'on sait tous qu'en ce moment, on n'arrive pas à bien recycler les batteries. Et là, on prévoit déjà de l'innovation au long terme pour arriver ou définir une solution qui peut nous aider à recycler ces batteries. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on commence déjà à tracer nos exigences que l'on a définies, qui sont des exigences stratégiques. L'augmentation de la valeur et du cycle de vie des batteries, définir un business qui est éco-responsable, et pour arriver à ça, on a défini des capacités de notre système pour répondre à ces exigences-là. Donc maintenant, notre vision stratégique, elle est claire et bien définie. Premier défi. Deuxième défi, c'est la complexité, parce que, voilà, comme je l'ai dit, le sujet, il n'est pas simple. Et on peut le voir avec cette image-là. Tout le monde va me dire, ok, on comprend rien, c'est super complexe, on a des systèmes qui communiquent dans tous les sens, comment on va faire? C'est tout l'intérêt de l'ingénierie système, c'est pour éviter d'avoir des erreurs et prévoir ces communications-là. Et on n'arrive pas en un claquement des doigts à cette vue-là. On commence petit à petit, et c'est ce qu'on a vu avec Pierre, c'est qu'on prend du temps à définir au début pour gagner du temps après, parce qu'on a tout prévu au début. Et on va commencer, on commence par déjà mettre une production de l'énergie électrique qui est sustainable, qui est éco-responsable. Il nous faut quoi? Il nous faut une tour d'énergie, parce qu'on a prévu dans les capacités de notre système un stockage de l'énergie électrique pour ne pas la gaspiller. Donc petit à petit, je vais commencer à construire mon système et éviter cette complexité-là. Et tout se fait au niveau modèle. Ça veut dire que la seule source de vérité, c'est ce modèle-là. Il n'y a pas de document. C'est pas je définis que j'ai besoin de l'énergie verte d'un document, et dans un autre document, je définis que, il faut quand même prévoir de l'énergie classique au cas où il n'y a pas de vent, ou il n'y a pas de soleil. On va pas le voir. Donc dans notre système, on l'a pas prévu. Pourquoi? Parce que c'était perdu dans un document. Là, non. Tout est dans un seul modèle. On prévoit d'avoir un smart grid. Pourquoi? Parce que au moment où on a de l'énergie verte, il faut donner la priorité à l'énergie verte plutôt à l'énergie, par exemple, au gaz naturel. Là, on passe à la vue opérationnelle. Et comme vous le remarquez, le sujet il est complexe, mais on fait les choses pas par pas. Ça veut dire on a défini la stratégie, on a défini le contexte dans lequel notre système il va travailler. Et là, on descend un peu d'un cran et on va définir la vue opérationnelle. Très très haut niveau, comment notre système il va fonctionner. Donc là, on n'est pas besoin d'être des ingénieurs super techniques pour définir ça. On est toujours au niveau décisionnel. J'ai besoin que mon système arrive à gérer le parc de mes véhicules, je le mets comme opération. En même temps, j'ai besoin de l'énergie verte, je le mets comme opération. Provide green energy. J'ai besoin de stocker l'énergie, ça découle de la vue d'au-dessus. Tant mieux, j'ai défini une tour de stockage d'énergie, et elle va servir au stockage de l'énergie verte. Et comme ça, je déroule mon scénario opérationnel. Et tous ces scénarios opérationnels, on va y répondre quand on va passer à la solution technique elle-même. Là, on ne se soucie pas de la solution technique. Très haut niveau, gestion de complexité, c'est le deuxième pilier. Voilà, donc petit à petit, je définis des choses, je définis les échanges entre mes différents acteurs. Maintenant, on va passer au niveau, c'est là où on va faire le switch entre la vue
au niveau décision entreprise et la solution technique elle-même, parce que tout ça c'est bien beau, mais si on n'a pas des solutions techniques derrière, on n'arrivera pas à réaliser notre rêve. Donc là, je commence, ok. Mon système, c'est Energy Management and Mobility Services. Il va se composer de quoi? Donc je commence petit à petit, pardon. Il va se composer d'une solar farm, donc il me faut un parc d'énergie solaire, il me faut de l'énergie éolienne, il me faut des superchargeurs parce que les gens ils peuvent pas passer 3 heures à attendre le chargement de leur batterie. Et là, je prévois Air Taxi, les drones taxi, peut-être 10 ans dans le futur, je ne sais pas. Mais quand ça arrive, heureusement, je l'ai prévu. Et je commence petit à petit. Et l'intérêt de cette approche, c'est ce qu'on appelle les System of Systems, l'approche système de système. Ça veut dire que chacun des systèmes peut évoluer dans son cycle de vie tranquillement. Ça veut dire que quand j'ai ma voiture, je suis en train de rouler, je ne me soucie pas de la production de l'énergie électrique. Mais quand j'en ai besoin, il faut que j'arrive à aller me connecter il faut que l'interface pour se connecter pour charger ma voiture soit compatible avec ma voiture. Il ne faut pas que je me trouve avec une prise à 4 pins alors que moi je ne l'ai pas. Et c'est ça les systèmes de système, ça veut dire qu'on commence à prévoir dès ce niveau-là comment nos différents systèmes vont interagir. On commence à définir les flux entre nos systèmes et les interfaces entre nos systèmes. Et donc là, pour faire un peu la transition avec les solutions techniques, on va faire un zoom sur le véhicule. Donc vu que maintenant notre partie stratégique elle est définie, on a un petit peu géré la complexité, il faut définir ces solutions-là. Et parmi les solutions dans lesquelles on peut aller regarder en détail, c'est le véhicule. Donc il nous faut un véhicule qui est éco-responsable. Alors sur le marché, on ne va pas réinventer la roue. Pour les véhicules, on a plein de systèmes qui sont existants. Par exemple, la suspension, je ne vais pas la réinventer. Donc, je peux aller chercher un fournisseur de suspension qui va me fournir mes suspensions. Par contre, un élément clé dans un véhicule électrique, c'est sa batterie. Okay, donc, je peux me focaliser là-dessus. Comment je vais faire pour avoir une batterie qui dure longtemps et qui soit recyclable et qui soit robuste. Ça veut dire, pas au bout de 2 ans, je perds 20% de ma capacité de chargement. Donc je me concentre sur ma batterie et je vais commencer à définir des exigences. Je peux, moi, en tant que, par exemple, start-up qui va faire ce système-là, je peux ne pas être en mesure de fabriquer cette batterie-là. Je vais potentiellement faire un appel d'offres pour avoir ces différentes batteries-là. Et pour faire cet appel d'offres, il me faut un cahier de charge, des spécifications, parce que j'ai défini dans ma vision stratégique de ma startup des goals qu'il faut que je réalise. Ce cahier de charge, il vient de cette analyse-là. Pour répondre, moi, à mes goals stratégiques, comment ma batterie doit réagir dans un véhicule électrique, dans une architecture très haut niveau, ce qu'on a vu avant. Donc là, on a une traçabilité entre tous les niveaux. Ça veut dire on peut vraiment pas se planter, quoi. Ça veut dire, on a une traçabilité du bout en bout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on a défini des requirements, des mesures, voilà, il y a des KPI à mesurer, etc. On va faire un zoom sur cette batterie-là. Comment on imagine cette batterie-là? Et elle se comporte de plusieurs systèmes. On a nos requirements là-bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser cette spécification-là et on va faire un appel d'offres aux fournisseurs de batteries. Est-ce que vous pouvez nous fournir une batterie qui répond à ça? OK? Les fournisseurs de batteries, qu'est-ce qu'ils vont faire pour voir si leurs batteries répondent à ça? Ils vont utiliser des solutions de simulation comme l'on a vu avant pour simuler leur système, pour voir si les résultats ils répondent à ça. Nous, ce qu'on peut faire, réceptionner tout ça et faire une analyse multicritère, faire du trade-off. Donc, on peut imaginer batterie A1, A2, A3, c'est un fournisseur, B1, B2, B3, c'est un autre fournisseur. Les deux, ils nous ont donné leurs chiffres qui sont issus de la simulation qu'on a vue avant, et moi je vais faire mes analyses. Tout ce que j'ai en rouge là, c'est les batteries qui ne répondent pas à ce que j'ai défini. Et là on voit vraiment la traçabilité, ça veut dire que ça, c'est intégré dans la 3D Experience Platform. Si la simulation elle est faite dans la 3D Experience Platform, on peut tracer ça avec les résultats de simulation directement. Et on peut aller directement vers ce qu'on appelle le Model-Based Design,
Et c'est là où on va commencer les conceptions 3D, les tests et la phase montante du cycle en V jusqu'à l'intégration dans notre véhicule. Donc comme vous le voyez, c'est un sujet assez complexe, mais pas par pas avec le Model-Based System Engineering, un outil bien adapté, on peut décortiquer cette complexité et arriver à faire quelque chose de correct qui répond aux besoins écologiques aussi, pas que les besoins de profit, de marché, etc. Donc voilà, donc je donne la main à mon collègue Pierre pour continuer. Merci à Tim. L'exemple, on a vu, illustre très bien vraiment la démarche d'ingénierie système et MBSE par rapport aux problématiques de développement durable. Donc maintenant, pour terminer, on va voir justement quelle est un peu la stratégie de Dassault Systèmes dans ce domaine, mais finalement, elle a déjà été très bien illustrée dans l'exemple, et on va voir quelles sont les solutions proposées là-dessus. Donc en termes de stratégie, finalement, l'idée de Dassault Systèmes, c'est de proposer des solutions qui vont permettre de modéliser à différents niveaux. On l'a très bien vu, du niveau opérationnel jusqu'au niveau composant, vraiment à différentes échelles. D'être capable de faire fédérer les disciplines, les faire collaborer. On a vu qu'il y a beaucoup de métiers qui vont intervenir, de la mécanique, du fluidique thermique, du contrôle-commande. Donc finalement, casser les silos et grâce au modèle, vraiment améliorer la collaboration de ces équipes. La simulation, on ne l'a pas beaucoup vu, mais finalement, c'était sur la simulation qu'on a eu les résultats autour de la batterie qu'a présenté Atim. Donc, utiliser la simulation à tout moment pour tester. On l'a vu avec l'atelier aussi précédent. La gouvernance, puisque finalement, c'est maintenant, grâce à la donnée, on n'est plus sur des documents, mais vraiment de la donnée qu'on va piloter nos développements. Et c'est très bien amené aussi par l'approche plateforme de Dassault Systèmes. Et enfin, l'ouverture, puisque, comme on disait, ce type d'approche, l'ingénierie système, c'est pas si nouveau. Il existe déjà des applications, des outils utilisés par d'autres industriels. Et aujourd'hui, en fait, Dassault Systèmes se veut être le plus ouvert possible pour pouvoir se connecter aux d'autres approches. Ça passe à travers les langages. On a parlé du SysML tout à l'heure, le langage de modélisation. Aujourd'hui, l'outil Katia Magic est l'outil le plus compatible sur ce langage. Donc aujourd'hui, Dassault propose vraiment des interfaces, des connexions vers des normes, des standards pour pouvoir interagir avec d'autres solutions. C'est le cas aussi avec le FMI, Functional Mockup Interface, qui va permettre d'échanger des modèles sous un certain standard, ou le RECIF pour échanger des exigences avec d'autres outils gérant eux-mêmes les exigences. Donc en termes de solutions, mais finalement, on l'a déjà vu, Dassault Systèmes va permettre de proposer une modélisation à différents niveaux. On va aller vraiment de la modélisation de système sur cette vue opérationnelle, les missions et services qu'on doit rendre. On va définir les cas d'usage, les scénarios pour rien oublier et réduire le risque d'oubli au maximum. On va aller au niveau système, quelles vont être les fonctions, modéliser les fonctions, modéliser les composants jusqu'au niveau sous-système et justement au niveau composant sur toutes les disciplines et les domaines nécessaires. Donc on arrive au niveau discipline, mais les modèles vont permettre aux équipes finalement de garder quand même la vision globale au niveau organique, fonctionnel, opérationnel, de garder la vue de pourquoi ils font ça, même s'ils vont, eux, de leur côté, aller jusqu'à la modélisation 3D, le MBD, comme disait Atim. Et finalement, toutes ces équipes, non seulement vont utiliser les modèles pour ne pas perdre de vue, mais vont pouvoir collaborer grâce à des activités transverses, comme la gestion des exigences, comme la traçabilité de bout en bout, et même également la gestion de planning et de configuration si nécessaire. Donc en termes de solutions, concrètement, on va trouver une offre basée sur différentes activités, des activités autour de l'ingénierie des exigences, de la gestion des exigences, de l'architecture système, de la traçabilité, la collaboration, à un plus bas niveau au niveau de l'architecture électrique, électronique et logicielle, ainsi que la modélisation et la simulation multidisciplinaire, la modélisation système. Donc on voit vraiment différents niveaux de solutions pour aussi différents niveaux d'expérience dans le model-based system engineering, dans l'ingénierie système, puisque chaque industriel aura sa propre expérience, sa propre pratique de l'ingénierie des systèmes. Donc l'idée, c'est aussi de proposer des solutions adaptables. Aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré sur finalement l'architecture, mais basée sur les modèles. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être un peu tôt. C'est une vraie transformation des documents vers les modèles. Peut-être que pour des industriels qui veulent déjà démarrer, investir dans l'ingénierie des systèmes, on va commencer par le point d'entrée, qui est l'ingénierie des exigences et la traçabilité.
Pour d'autres, ils vont partir de leur conception et vouloir remonter, au contraire, et on va partir de la modélisation, de la simulation du système complet. Donc on n'en a pas trop parlé, petite parenthèse là-dessus. L'idée de la modélisation, de la simulation système, qui a été quand même un peu abordée sur l'atelier précédent, c'est d'utiliser une approche pour représenter des systèmes complets multidomaines, de différents domaines de l'ingénierie très larges, dans lesquels on va faire appel à des librairies d'éléments déjà précodés, avec des équations qui représentent le comportement de la physique pour représenter le comportement de composants dans différents domaines. Donc des composants, par exemple dans la batterie, Atim en a parlé, justement on utilise des composants batterie pour pouvoir simuler le comportement par rapport à un objectif donné et vérifier qu'on a fait le bon choix. Ça peut être sur d'autres activités, sur des systèmes thermodynamiques, des climatisations automobiles, mais également de bâtiments. Ça peut être sur des systèmes hydrogène, des actionneurs pneumatiques, des actionneurs électriques, des moteurs électriques. Donc vraiment tout un ensemble de domaines possibles qui vont nous permettre de faire de la sélection et du choix de technologie, d'optimiser l'architecture et de lancer des simulations qui vont nous permettre de tester des stratégies de contrôle aidant à optimiser l'efficacité énergétique de nos produits. En conclusion, on a vu que finalement il était très important d'intégrer une stratégie de développement durable dans un processus de conception et ce dès le départ. Parce que si on développe un produit et qu'on veut le rendre durable par la suite, ça ne marche généralement pas. Donc finalement, ce qu'on a vu, c'est que grâce à l'ingénierie système et l'approche MBSE, ces deux éléments vont permettre de supporter une véritable stratégie de développement durable dans le cadre de l'analyse complète du cycle de vie de notre produit. Ça va permettre d'aider à mieux gérer la complexité, qui est déjà assez élevée de base, généralement sur nos produits, mais qui est croissante avec ces exigences de durabilité qu'on va intégrer dans notre référentiel. Et ça va nous aider à réduire les risques sur les projets, et notamment par rapport aux impacts induits sur l'environnement. Et donc pour cela, Dassault Systèmes propose, on l'a vu, un portefeuille de solutions qui change réellement la donne dans le domaine MBSE, puisqu'il propose des solutions différents niveaux, sur différents domaines, qui se basent sur notamment des langages qui s'imposent comme des standards et qui vont pouvoir être adoptés et implémentés réellement en fonction de l'expérience et la pratique de chacun dans le domaine de l'ingénierie système. Donc tout ça, c'est sûr, peut paraître un peu complexe, mais je dirais justement, on est là pour ça, c'est notre rôle chez Keonis Zenith, de vous accompagner un peu dans ce voyage, de vous aider à sélectionner le bon niveau de solutions par rapport à vos besoins, et aussi à vous aider à les implémenter et les déployer dans vos processus au quotidien. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous. Nous restons disponibles pour toute question. Merci. Vous parlez d'ingénierie des spécifications. Est-ce que, et du coup votre rapport aux spécifications n'est pas la même que traditionnellement, disons, mais du coup est-ce qu'on peut attendre des clients, est-ce que vous avez l'expérience que les clients donnent directement le début de leur MBSE, leur spécification en termes d'MBSE? Avec des modèles directement? Oui, ils peuvent fournir là-dessus, mais ce qu'on voit généralement, c'est que quand on parle de spécification, c'est-à-dire que la spécification se fait à toutes les étapes un peu du cycle en V. Souvent, quand on pense spécification et exigence, on pense cahier des charges client et c'est tout. Alors que dans cette démarche, la spécification de l'écriture d'exigence se décline à tous les niveaux. C'est-à-dire on part des besoins du cahier des charges et on va spécifier les exigences système. Et ça, c'est un travail interne que l'on va faire avant de spécifier l'architecture globale, qui va me permettre de spécifier la conception détaillée pour spécifier l'implémentation et même spécifier les différents tests. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec toute cette masse finalement de spécifications, de documents tout au long du cycle et cette complexité à gérer. Donc avec cette transformation, en effet, l'idée c'est d'utiliser plutôt les modèles pour ça. Donc oui, on commence à voir aussi des industriels qui ont mis la main dedans, qui proposent cela, mais c'est vrai que ça reste encore un peu tôt. Mais on l'a vu aussi côté CAO. Avant, ils demandaient, il fallait faire ça, puis finalement, ils proposent aussi la CAD dans le cahier des charges. C'est l'objectif d'arriver à ça également dans cette démarche. Bien, merci à Tim et merci Pierre. Merci à tous.